Jacques Lozach pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 6 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur l'auteur et monsieur le rapporteur de cette proposition de loi, chers collègues. Cette proposition de loi fait suite à la mission d'information sur la financiarisation du football professionnel et entend en tirer des enseignements pour l'ensemble du sport professionnel. Ce texte permet-il des avancées en matière de transparence, d'éthique, de solidarité, de justice budgétaire ou de démocratie? Nous pensons que oui. Exemple type, l'article 10 concernant la lutte contre le piratage des contenus sportifs, d'où notre assentiment général. Cependant, dans la recherche d'un nécessaire équilibre entre le rôle stratégique de l'État et l'autonomie du mouvement sportif, il n'épuise pas toutes les implications sociales, sociétales ou économiques du sport professionnel, d'où un certain nombre d'observations de notre part. Il y a seulement 9 mois, nous célébrions l'exceptionnel bilan sportif obtenu par la France aux Jeux de Paris, avec 64 médailles obtenues et 22 fédérations récompensées, témoignage d'une réussite globale incontestable. Ces résultats sont dus essentiellement à des sportifs professionnels et à une organisation sous-jacente qui fut transcendée par l'apport du programme Ambition Bleue. Donc en termes de résultats, le sport professionnel ne se porte pas si mal que cela en France. Mais il compte à la fois des sports collectifs et des sports individuels pour lesquels la donne est très différente. Exemple, l'échec de la Ligue professionnelle d'athlétisme, premier sport olympique. Ne l'appréhendons pas, ce sport professionnel, à travers le prisme d'une seule discipline, fût-elle la plus médiatisée. Par ailleurs, évitons une vision manichéenne de la réalité. Il n'y a pas d'un côté les bons présidents de fédération et de l'autre les mauvais présidents de ligue, ou inversement. Certains penseront sans doute que dans la recherche du compromis entre une autorégulation du système et un interventionnisme de l'État ou des instances bénéficiant d'une délégation de l'État, le curseur va trop loin du côté de l'interventionnisme. D'où la nécessité, lorsque ce sera possible, de procéder à une évaluation du texte, d'autant plus qu'il s'agit d'une proposition de loi, sans étude d'impact et sans avis du Conseil d'État. Dans la quasi-totalité des cas, les relations fédération-ligue ou fédération-filière commerciale sont aujourd'hui au beau fixe. Et d'autre part, les initiatives récurrentes de création de ligues privées ou les projets de compétition internationale semi-fermés fragilisent les ligues nationales. D'autre part, nous rappelons notre attachement au principe de solidarité entre les premières divisions nationales d'un championnat et les divisions inférieures, entre les équipes de France et les clubs, entre les activités à caractère amateur et les activités à caractère professionnel. Des solidarités que tout le monde revendique, certes, mais mises à mal dans certaines circonstances. Exemple, dans la période du Covid, certains présidents de clubs demandaient la suppression de la taxe Buffet, symbole de la solidarité entre sport amateur et sport professionnel, et dont le montant s'élève à seulement 6% du budget du seul PSG. En juillet 2020, la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale publiait un rapport d'évaluation concernant la loi du 1er mars 2017, je cite, « visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs ». Ces préconisations mettaient l'accent sur des enjeux qui demeureront partiellement en friche à l'issue de nos débats. Quelques exemples. Une effectivité satisfaisante des chartes et comités d'éthique et de déontologie dans toutes les disciplines. L'assurance que les DNCG disposent réellement des ressources humaines et matérielles nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Un évident laxisme pour sanctionner les sportifs et les clubs qui font appel en toute connaissance de cause aux prestations de personnes ne possédant pas la qualité d'agent sportif. Ou bien encore la non prise en compte nationalement de rapports et observations des chambres régionales des comptes qui ont décortiqué localement certaines pratiques de clubs professionnels. Nous devrions intégrer ces recommandations dans toute approche du sport professionnel. Dans ce texte, nous avons un grand absent. L'absent, c'est l'argent public, via les collectivités locales. Une occasion nous était donnée de faire le bilan de la loi sur le sport professionnel du 28 décembre 1999, qui avait donné naissance à un nouveau statut juridique, celui de société anonyme sportive professionnelle, mais qui visait à soulager les collectivités territoriales. Ceci dans la foulée des mesures Pasqua de 1995,
permettant à ces collectivités de financer des clubs professionnels pour des missions d'intérêt général ou le financement de prestations. Ces missions auraient mérité d'être réexaminées, notamment à la lumière des compétences du bloc communal, communes et EPCI. La France, patrie de Pierre de Coubertin et pays créateur des 3 plus grands événements sportifs internationaux, a sans doute un rôle d'exemplarité et d'entraînement à jouer au niveau européen, en matière de sport professionnel notamment. Or, depuis le traité de Lisbonne de 2009, a-t-on vraiment progressé en matière de politique sportive européenne? Je ne le pense pas vraiment. Exemple d'actualité mentionné par des collègues, le problème de la multipropriété. En termes de méthodologie et de calendrier, sans doute eût-il été souhaitable de faire précéder toute réforme d'une grande conférence nationale sur le sport professionnel. En conclusion, le sport comme élément de la culture, donc comme facteur de socialisation et d'émancipation, ne se développera pas sans la référence à un sport professionnel exemplaire. Ce texte entend y contribuer, raison pour laquelle il a notre soutien. Merci, cher collègue. La parole